Bonjour, chers téléspectateurs. Nous nous retrouvons aujourd'hui, samedi 11 janvier 2025, pour notre rendez-vous habituel avec l'émission Grand Angle. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder une thématique toujours relative à la crise et nous verrons comment nous allons évoluer. Mais avant d'arriver à la thématique, je veux rappeler un certain nombre de choses que nous connaissons déjà. La première, c'est la date du 28 novembre 2024. Date que nous avons tenu à retenir par rapport au message du chef de l'État, message dans lequel il a relevé clairement que s'agissant des universités à Brazzaville, au lieu de 3 milliards, 3 milliards de francs CFA exigés pour payer les bourses, on exigeait assez souvent 9 milliards. Et le chef de l'État s'est posé la question si les 6 milliards se dissipaient sans jamais laisser de traces. Dans Sassou, note également un détournement de 6 milliards de francs CFA depuis plusieurs années à l'université Marien Ngouabi concernant une surfacturation sur le besoin financier des bourses des étudiants qui en réalité ne nécessitent que 3 milliards de francs CFA au lieu de 9 milliards requis par les gestionnaires de l'enseignement supérieur. Les parlementaires exigent des sanctions contre les auteurs de ces crimes économiques et espèrent des lendemains meilleurs. C'est vrai qu'il y a des réactions, des gens qui ont parlé d'une enquête administrative, etc. Mais nous sommes nombreux à dire que la déclaration du chef de l'État est suffisante pour que par rapport à ce nouveau scandale, crime économique et financier, que des poursuites judiciaires puissent s'engager devant les tribunaux. Et nous nous battrons pour qu'il en soit toujours ainsi. Une enquête publiée au mois de janvier, le quotidien français Libération avait parlé d'un système de pillage organisé. Je vous propose de regarder un résumé commenté par Laure de Matos et on en reparle. Au cœur de cette enquête du quotidien français Libération, un homme, Lucien Ebata, et Orion Oil, la société de négoce pétrolier qu'il dirige. Orion Oil est un partenaire privilégié de la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo, dont elle revendrait aujourd'hui environ 10 millions de barils par an. Les douanes françaises enquêtent sur Lucien Ebata et ses activités depuis 2012. Et selon elle, Orion Oil ne serait rien d'autre qu'une société écran chargée de prélever des revenus sur le commerce du pétrole congolais et de les redistribuer, notamment aux membres du clan du président Sassou Nguesso. Selon le dossier d'enquête des douanes françaises, largement cité par Libération, Orion Oil serait au cœur d'un système d'évasion de capitaux au moyen de porteurs de valises et d'une structure financière hautement complexe. Une réaction sur cette affaire. Que voulez-vous que je dise, madame, sur l'affaire de Fontenelle qui nous décrit un enfant né avec une dent en or? Connaissez-vous cette histoire? Voilà. Quelqu'un dit qu'il y a un enfant qui est né avec une dent en or et les savants, les chercheurs se mettent chaque mois, chaque année à publier des documents, des ouvrages, des articles sur l'origine mythique ou même mystique de cet enfant pour se poser la question a posteriori. Le gouvernement du Congo a parlé de diffamation, donc c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Je n'ai pas besoin de dire que c'est de la diffamation, non. Je vous parle. Mais par contre, il y a quelque chose qui me préoccupe. Il y a toujours quelque chose qui m'interpelle. Depuis longtemps qu'on nous parle de telles affaires, nous n'avons jamais vu une action judiciaire être commise au Congo pour enquêter les situations dans le territoire sur lequel ces problèmes se passent avant de produire un rapport. Tout en sachant que nous avons déjà mené des démarches, on a déjà fait des déclarations pour exiger des poursuites judiciaires dans ces cas-là. Et pour ça, nous tenons à rappeler encore une fois cette situation qui nous préoccupe et qui préoccupe particulièrement les étudiants de l'université Marien Ngouabi et toutes les autres structures. La deuxième date à laquelle nous faisons référence, c'est le 8 décembre 2024. Vous savez qu'il y a eu un débat dans ce pays sur les problèmes de vente ou de cession de terres aux Rwandais. Et un rendez-vous avait été pris par rapport à ce que l'on appelait les autorisations provisoires d'occuper ou les autorisations express d'occuper. L'information avait été donnée à l'ensemble des Congolais que celle qui avait été délivrée arrivait à expiration le 8 décembre. Et que si le constat qui était fait, c'est que rien n'avait bougé, évidemment,
des décisions avaient été prises et allaient être prises. Et jusque-là, justement, les Congolais attendent que ces décisions soient annoncées pour avoir la confirmation, effectivement, qu'il y a eu l'expiration de ces autorisations, pour avoir la certitude que nous sommes bien dans ce que nous voulons. Je rappelle à ce propos que les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, s'étaient prononcés sur cette question en disant non à la vente des terres sous quelque forme que ce soit. Il y a eu, dans certaines localités que nous avons visitées, pas dans toutes, à Madiengu et un peu à Lodima, un sentiment mitigé, mais un sentiment général d'inquiétude et de peur de la part de la population au regard d'un certain nombre d'informations qui auraient été mises à leur disposition faisant état d'une vente des terres congolaises au Rwanda ou à des sujets rwandais. Le deuxième fait constant à retenir, c'est que aucune terre, aucune partie de terre n'a fait l'objet de vente ou de cession sur toute l'étendue du territoire national et particulièrement dans les localités visitées. Et les populations s'en sont elles-mêmes rendues compte puisque de leurs témoignages, nous avons tous suivi que les populations n'ont reçu sur leur terre aucune délégation rwandaise. Le troisième fait constant à retenir, c'est que les localités que nous avons visitées ont fait l'objet d'autorisation provisoire d'occuper ou d'autorisation express d'occuper s'agissant de la localité de Massangi Ayama. Et malgré ces autorisations provisoires ou express, aucune activité n'a été entreprise pour la mise en œuvre de ces autorisations provisoires. Si jusqu'au 8 décembre 2024, date d'expiration de ces autorisations, toutes ces diligences n'ont pas été accomplies, ces autorisations seront frappées de caducité. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision. Nous sommes le 30 mars dernier. Un reportage de la télévision rwandaise crée une panique au Congo. Le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitée. Les journalistes racontent comment les Rwandais vont prendre possession et exploiter des terres au Congo pour leurs activités agricoles. Deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Des terres offertes au Rwanda, l'affaire fait grand bruit, inquiète fortement les populations, notamment celles des départements cités, Poul, Bwenza, Kwilu, Nyari. Non à la cession, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Et c'est pour ça que nous tenons à revenir là-dessus. L'autre aspect que nous avons, les autres aspects que nous avons évoqués sont relatifs à ce qui pointe à l'horizon, c'est-à-dire les élections de 2026. Nous tenons à rappeler, sauf si notre décompte n'est pas exact, nous tenons à rappeler que nous sommes à pratiquement 460 jours de la fin du mandat en cours, qui devrait prendre fin le 16 avril 2026. Nous sommes également à près de 428 jours de la tenue de l'élection présidentielle de l'année 2026. Et à ce propos, nous tenons à rappeler un certain nombre de choses. La première chose que nous tenons à rappeler, c'est que une recommandation avait été faite à Evo en 2011. Recommandation selon laquelle il fallait que le gouvernement inscrive les opérations préélectorales et électorales dans un timing précis pour que l'on évite la précipitation. Il y a quelques jours de la date probable de la tenue de cette élection, nous constatons que rien n'est encore fait. Sur ce volet, il y a encore d'autres aspects qui nous préoccupent, à savoir par exemple la mise en place d'une véritable commission nationale électorale
indépendante par rapport aux standards internationaux. L'un des aspects. Le deuxième aspect, c'est la maîtrise du corps électoral. L'autre aspect, c'est la résolution du problème de la fiabilité des listes électorales. Il y a le problème de la refonte de la loi électorale et il y a le problème du plafonnement des dépenses de campagne. Vous voyez bien qu'il y a encore beaucoup de problèmes qui doivent être résolus dans ce boulevard qui nous mène à l'élection présidentielle pour que nous allions véritablement à une élection libre, démocratique et transparente. C'est tout. En attendant, dans une dictature, il n'y a pas d'élection, il y a parodie électorale. Écrivez ça. Dans une dictature, il n'y a pas d'élection, il y a parodie électorale. Écrivez ça. La dernière question est vraiment un rappel. J'ai dit à plusieurs fois ces derniers jours que je martèlerai un message essentiel pour les peuples africains qui vivent dans les dictatures. Le message est le suivant. Il n'y a pas d'élection sans état de droit en Afrique. Il n'y a pas d'élection sans état de droit en Afrique. Une élection est une opération par laquelle un peuple choisit librement ses dirigeants. C'est un acte de souveraineté populaire. Or, un pays dans lequel tous les pouvoirs sont confisqués par un individu ou un groupe d'individus qui braquent le peuple en utilisant l'armée, des individus qui imposent leur carte volonté à l'appareil judiciaire, des individus qui contrôlent les commissions électorales et qui proclament les résultats de leur choix. Un tel pays, qui n'est donc pas un état de droit, ne peut pas organiser cette chose qu'on appelle une élection. Je vois de nombreux Africains et Africaines persister à penser que il faut, espérer que des dictateurs au pouvoir, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo, etc., qu'il faut espérer qu'ils organisent des élections, que eux, ils vont gagner. Je pose la question de savoir, mais comment vous pouvez gagner une élection sur laquelle vous n'avez aucun contrôle? Mais aujourd'hui, la thématique que nous avons retenue, par rapport à un certain nombre de choses que nous entendons, nous tenons à apporter un certain nombre d'éclaircissements. Qu'est-ce que nous avons entendu? S'agissant de la grave crise multidimensionnelle que notre pays traverse actuellement, il y a des voix qui s'élèvent pour dire que ce n'est que le fait de la crise mondiale. Ce que nous ne partageons pas et nous disons non. Nous disons non. Et il faut qu'on ramène les choses à leur juste valeur. Il y a d'autres voix qui s'élèvent pour dire qu'il s'agit en fait de la baisse drastique des cours du baril du pétrole. Mais encore là, ça prouve notre dépendance, sinon notre grande dépendance vis-à-vis d'un produit comme le pétrole. Et je crois que ça devrait nous préoccuper sous l'aspect de la diversification économique. Et il y a un troisième aspect, il y en a qui pensent qu'il y a une fausse crise économique et financière qui est créée, je ne sais dans quel intérêt, mais pour d'aucuns, ils pensent que c'est pour essayer d'obtenir la conservation du pouvoir. Mais si tel était le cas, je crois qu'on n'a pas besoin de les commander. C'est pour ça que nous disons qu'aujourd'hui, la thématique que nous voulons aborder est la suivante. La grave crise multidimensionnelle que traverse le Congo actuellement. Parlons-en un peu. Et c'est pour ça que pour en parler, nous avons choisi un certain nombre de repères. Ces repères, nous voulons les faire partir depuis l'année 2002 jusqu'à pratiquement l'année en cours. Le premier repère auquel nous pensons, c'est pratiquement le fait de dire que dès le 14 août 2002, le Congo est pratiquement en crise. Le Congo est en crise, pourquoi? Mais parce qu'après tous les événements que nous avons connus dans le pays, il a été adopté la Constitution du 20 janvier 2002. Et cette Constitution comporte un article clair, l'article 48, relatif à la transparence, relatif aux aspects de bonne gouvernance, relatif aux aspects de la bonne gestion des affaires publiques, qui dit clairement ceci. Tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique est tenu de déclarer lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci son patrimoine. Et il y a, conformément à la loi, et il est ajouté par rapport à l'article 48 de la Constitution du 20 janvier 2002, que l'inobservation de cette disposition entraîne la déchéance des dites fonctions.
C'est pour ça que nous revenons à cet article. Pourquoi? Mais parce que nous constatons que dès le 14 août 2002, date de prestation de serment, date de l'investiture du président de la République, cette disposition n'a pas été respectée. Les sénateurs et les députés n'ont pas été installés convenablement dans leurs fonctions puisqu'ils n'ont pas déclaré leur patrimoine. Et enfin, le président de la République lui-même n'a pas déclaré son patrimoine. Donc, dès le 14 août 2002, on peut dire que le Congo est en crise puisque la Constitution est violée pratiquement le jour de sa mise en vigueur. Et c'est très préoccupant. Mais en fait, la raison qui a été évoquée pendant longtemps par les gouvernants, c'était de dire que le texte d'application n'a pas été pris. Mais qui devait prendre le texte d'application et quand devait-on le prendre? Le texte d'application devait être pris par le gouvernement. Et quand devait-on le prendre? On devait le prendre pendant la période de transition pour permettre aux institutions issues des élections générales d'être installées conformément à la Constitution et aux lois et règlements de la République. Et on a constaté ce manquement qui est extrêmement grave. Par la suite, qu'avons-nous constaté? Mais pendant de nombreuses années, ce texte d'application n'a pas été pris. Il a finalement été pris en 2019 et nous devons le dire honnêtement, sous la pression des institutions financières internationales, parmi lesquelles la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Et on a tenté de le mettre en application en 2021. Malheureusement, cette expérience n'a pas été concluante parce que ce qui s'est fait sans être en conformité avec la loi et en conformité avec la Constitution. C'est pour ça que nous le regrettons. Et je note à ce propos que par rapport à ce qui a été fait en 2021, un citoyen a introduit un recours parce que ce qui s'est fait malgré tout n'était toujours pas conforme à la loi. La Cour constitutionnelle a donné raison à ces citoyens et depuis, on est sans nouvelles de la loi ou du texte qui fait obligation à tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique de faire la déclaration de patrimoine. C'est une raison de crise. Et je peux me permettre de poser la question à ce niveau. Est-ce qu'on peut dire que ça c'est dû à la crise mondiale? Non. C'est le fait des Congolais, tant des gouvernants que des Congolais eux-mêmes. Et je crois qu'il faut en tenir véritablement compte. Le deuxième aspect, sinon le deuxième repère, sur lequel nous voulons revenir sur ces aspects de crise, c'est l'aspect des excédents budgétaires. Pourquoi? Mais parce que le 12 août 2006, dans son message sur l'état de la nation, le président de la République est revenu sur le fait que nos budgets dégageaient des excédents, que les recettes supplémentaires étaient déposées dans un compte de stabilisation à la Banque centrale et qu'aucun franc ne serait retiré de ce compte sans la moindre loi rectificative des finances. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous avons faim. On a de l'argent derrière la maison, mais pourquoi ne pas aller le chercher? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller chercher cet argent-là pour nous soulager aujourd'hui? Mais les généraux futurs dont on parle, aujourd'hui vous avez un enfant de 10 ans qui doit aller à l'école, mais vous, le parent, vous ne pouvez pas l'aider à aller à l'école. Vous voulez que ce soit un enfant qui sera sacrifié? Que oui, au début des années 2010, l'État congolais a créé à la Banque centrale un compte pour les générations futures, un compte de réserve pour les générations futures, qui a été principalement alimenté par les excédents que nous avions enregistrés dans l'exécution des lois de finances, précisément du budget de l'État, pour utiliser un terme connu de tous. Au niveau... Un audit devait être fait par la Cour des comptes et des disciplines budgétaires chaque année. Et cet audit devait être rendu public. Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, aucun audit n'a été rendu public. En réalité, aucun audit n'a été réalisé. Et pourtant, nous savons que c'est le débat actuel, puisque beaucoup d'analystes pensent que ces excédents budgétaires s'élèvent à près de 14 000 milliards. Et beaucoup de Congolais ne comprennent pas comment on peut avoir
Je ne dirais pas une manne, je parlerais plutôt de réserve. Comment on peut avoir une telle réserve et ne pas penser à injecter de l'argent dans l'économie du pays, dans le pays, pour essayer de sortir le Congo de la situation difficile dans laquelle il se trouve. Mais je continue. Des voix se sont déjà élevées pour demander qu'une action soit menée en justice, pour faire la lumière sur ce qu'ils considèrent comme une disparition présumée de cette importante somme qui, en termes de dollars, équivaut à 25 milliards de dollars. Et là aussi, c'est une véritable préoccupation. Peut-on dire que dans le cas d'espèce, c'est la crise mondiale qui expliquerait cette situation? Nous disons non. Mais nous interpellons et nous exhortons les gouvernants à tout mettre en œuvre pour faire la lumière. Parce que lorsqu'on parle de crise, lorsqu'on parle des caisses qui sont vides et qu'on a ce genre d'informations, on est surpris que des démarches ne soient pas menées pour récupérer cet argent et essayer d'aller de l'avant. Le troisième repère, c'est sur la lutte qu'on appelle dans notre pays la lutte contre les antivaleurs. Et là aussi, c'est un grave problème. Parce que cette lutte, sinon le manque de lutte contre les antivaleurs, contribuera à nous plonger toujours dans la crise et dans la misère. Et pourquoi nous insistons? Mais nous insistons parce que, à ce propos, le 14 août 2009, le chef de l'État a déclaré, lors de son discours d'investiture, ce qui suit. Je ne surprends personne en déclarant qu'en dépit des efforts multiples, le Congo n'est pas, hélas, exempt de corruption, de fraude, de concussion, de détournement de deniers publics et de tout autre acte autant répréhensible que néfaste à l'accomplissement du bonheur collectif. Et il a précisé, là, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Ce message est très fort. Il est très fort. Pourquoi? Parce que nous avons un projet de société qui s'exécute, qui est dénommé Ensemble poursuivons la marche, entendu, marche vers le développement. Et dans ce projet de société, il a envisagé l'éradication totale de tous les maux que nous connaissons, parmi lesquels la corruption, le détournement des deniers publics et autres. En plus, il y a un autre élément. Le Congo est classé parmi les pays les plus corrompus du monde, avec un indice de perception de la corruption de 22 sur 100, véritablement médiocre. Et le Congo fait partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Top 20 des pays les plus corrompus d'Afrique en 2022. La corruption érode la confiance, affaiblit la démocratie dans les pays d'Europe, d'Amérique et les pays les plus corrompus d'Afrique. Ceci entrave le développement économique et intensifie davantage les inégalités, la pauvreté, la division sociale et la crise environnementale. Sur tout le continent africain, la corruption est alimentée par un certain nombre de facteurs tels que l'instabilité politique institutionnelle et diverses formes de défis sécuritaires causés par les conflits violents. Transparency International utilise l'indice de perception de la corruption pour classer les pays du monde entier sur une échelle de 0 à 100, 0 étant le plus corrompu et 100 le moins corrompu. L'indice suit la corruption du secteur public dans le monde depuis 1995. Le dernier rapport de l'IPC a montré que le score moyen de l'indice en Afrique est de 33, soit le plus bas du monde. 1. Le Sud-Soudan. Ce pays a un score d'indice de perception de la corruption de 11, le plus bas du monde. 2. La Somalie. Ce pays a un score d'indice de perception de la corruption de 13. 3. La Libye a un score d'indice de perception de la corruption de 17. 4. Le score d'indice de la perception de la corruption est de 17 en Guinée équatoriale. 5. La République démocratique du Congo. La RDC a un score d'indice de perception de la corruption de 19. 6. Le Burundi, ce pays d'Afrique de l'Est a également un score d'indice de perception de la corruption de 19. 7. Le Tchad a un indice de perception de la corruption de 20. 8. Le Soudan a un score d'indice de perception de la corruption de 20. 9. Les Comores. Le score de l'indice de perception de la corruption de cette nation insulaire est également de 20. 10. La Guinée-Bissau a un score d'indice de perception de la corruption de 21. 11. Le Congo. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 21. 12.
L'Érythrée a un score d'indice de perception de la corruption de 22. 13. Le Zimbabwe, l'indice de perception de la corruption est de 23. 14. Le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, a un indice de perception de la corruption de 24. 15. La République centrafricaine a un score d'indice de perception de la corruption de 24. 16. Pour la Guinée, l'indice de perception de la corruption est de 25. 17. Le Mozambique, le score de l'indice de perception de la corruption est de 26. 18. Le Madagascar, l'indice de perception de la corruption est de 26. 19. L'Ouganda, le score de l'indice de perception de la corruption est de 27. 20. Le Cameroun, l'indice de perception de la corruption est de 27. Raison de plus pour que nous menons le combat. Mais je tiens à rappeler, en 2016 et en 2017, les gouvernants ont annoncé, s'agissant de ce volet, ils ont parlé de rupture. Ils ont parlé de la primauté du droit et de la justice sur l'arbitraire et l'impunité. Et jusque-là, rien ne s'est produit. En 2019, le message a été plus fort. En 2018, il s'est agi de quoi? Il a été annoncé que s'agissant des délais économiques, quelle qu'en soit la forme, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout le monde passera dans la nasse du droit et de la justice. Seul prévaudra la justice. Seul prévaudra la loi. Et aujourd'hui, sur le terrain, rien ne bouge en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Rien ne bouge. Et pourtant, ces cas de scandaleux crimes économiques et financiers sont nombreux. Je réévoquerai celui des 14 000 milliards de francs CFA, des excédents budgétaires. Je peux évoquer celui des malversations financières au Fonds de soutien à l'agriculture. Je peux évoquer les révélations faites par les Panama Papers sur les 6 Congolais qui détiendraient 5 500 milliards dans les paradis fiscaux. Je peux parler de la somme de 9 milliards représentant les pensions de novembre et de décembre 2016. Argent qui a été transféré, viré du Trésor dans un compte LCB de la CREF, de la Caisse des retraites des fonctionnaires. Laquelle somme aurait disparu et le dossier se trouverait au niveau de la justice. Je peux également parler du dossier sur les 160 milliards qui ont été détournés au niveau du ministère de la Santé de la population entre 2022. Vous voyez bien que les dossiers sont extrêmement nombreux. Mais quand nous touchons ce problème, nous touchons l'un des points forts de la crise que notre pays traverse. Parce qu'il est incompréhensible, après ce que nous avons vécu, après ce que nous avons vu être réalisé au niveau de l'Arabie Saoudite, qui a récupéré pratiquement, en lançant une purge anticorruption, près de 64 000 milliards de francs CFA. Nous voyons ce qui se passe en Angola, nous voyons ce qui se passe au Gabon, nous voyons ce qui se passe au Nigeria, et nous sommes surpris que dans notre pays, on vient paradoxe où on se plaint de ce qu'il faut renflouer les caisses, et on est pratiquement aux abonnés absents s'agissant de la lutte contre la corruption. Et à mon avis, c'est extrêmement grave. Mais après ce repère, nous passons à la dette. La dette est un élément extrêmement important. Les directives claires ont été dégagées à la conférence nationale souveraine. Il fallait régler ce problème parce que la dette constituait un lourd fardeau, un gros obstacle au développement de notre pays. Et il faut dire, grâce aux efforts des gouvernants, gouvernement de Pascal Lissouba, gouvernement de Denis Sassou Nguesso, notre pays a été intégré par la communauté internationale, comme dans l'initiative Pays pauvres, très endettés du Fonds monétaire international. Et il faut le dire franchement, c'est une faveur qui nous a été faite, parce que le Congo est certainement très endetté, mais n'est pas pauvre. Grâce à cette initiative, nous avons atteint le point d'achèvement de cette initiative en janvier 2010. Et notre dette a été réduite de façon significative.
de près de... Et nous avons été ramenés, notre dette a été ramenée à 1565 milliards de francs CFA, représentant pratiquement entre 20 et 25% du produit intérieur brut. Malheureusement, la tendance haussière a repris. Et si on donne quelques chiffres, cette dette est passée de 1565 milliards en 2010 à 3036 milliards en 2015, à 6596 milliards en 2020. Elle est passée à 8497 milliards en 2023, représentant pratiquement 100% du produit intérieur brut. Donc nous sommes retombés. Et la situation est d'autant plus préoccupante qu'au moment où nous bénéficions de cette démarche de la communauté internationale, nos budgets dégagent des excédents. Ce qui fait que beaucoup de Congolais se posent la question, pourquoi notre dette a été atteint ce niveau au moment où nous avions des excédents budgétaires? Et d'autres se posent la question, où va l'argent du Congo? Où va l'argent du pétrole? Qu'est-ce qui se passe exactement? Et aujourd'hui, vous avez suivi, tous les Congolais ont suivi, que les pressions s'exercent sur notre pays pour que nous honorons nos engagements, surtout en ce qui concerne la dette extérieure. Et c'est cette pression qui s'exerce sur notre pays qui a fait que les gouvernants ont dû prendre la décision de payer en priorité la dette au détriment des salaires, des pensions, des bourses, etc. De sorte que aujourd'hui les retraités sont à 41 mois d'arriérés de pension. Les étudiants sont à pratiquement 3 ans d'arriérés de bourse. Plusieurs structures, et nous en connaissons les effets, les grèves à l'université, au centre hospitalier universitaire de Brazzaville, dans les mairies, puisqu'on a une structure comme la mairie de Ouesso, où à un moment donné, les arriérés avaient atteint 120 mois, c'est-à-dire 10 ans. Et c'est pratiquement intolérable. Donc, c'est une situation que nous devons considérer, mais pour laquelle les Congolais ont une grande responsabilité. On ne peut pas dire à ce niveau que c'est la crise mondiale qui a favorisé ça. C'est notre gouvernance. Et à notre avis, nous ne devons pas avoir honte de poser le problème de notre gouvernance et d'aller de l'avant, parce que c'est une situation véritablement préoccupante. Mais à ça, avant de terminer sur ce sujet, je veux dire que le 16 décembre dernier, il s'est tenu un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC, parce que la situation au niveau de la CEMAC est extrêmement préoccupante à l'heure actuelle. Et il a été relevé qu'en dépit des progrès qui ont été réalisés dans l'accomplissement et dans la réalisation de certains programmes, plusieurs défis persistent. Et parmi les défis qui persistent à travers le Congo et à travers la plupart des pays de la CEMAC, il y a l'endettement excessif. Il y a les déséquilibres budgétaires et extérieurs qui sont croissants. Il y a un certain nombre d'autres aspects, notamment la diversification de l'économie. Il y a aussi les aspects liés pratiquement à notre dépendance vis-à-vis du pétrole, et nous sommes souvent revenus là-dessus, mais il y a aussi les aspects de gouvernance. C'est pour ça qu'au niveau du sommet de Yaoundé, qui s'est tenu le 16 décembre, au niveau du sommet qui s'est tenu le 16 décembre, il a été retenu l'urgence pour tous les États de la CEMAC de mettre en œuvre des mesures urgentes de redressement. Si l'on ne veut pas que la sous-région vive une grave crise économique et financière, dont les effets seront néfastes pour tous les États. D'ailleurs, avant ce sommet de Yaoundé, on a parlé pratiquement d'une dévaluation. Et la plupart des habitants, des populations, ont été pratiquement perturbés par rapport à cette situation. Là aussi, je dirais qu'on ne peut pas dire que cette situation est le fait de la crise mondiale. Maintenant, il y a un autre volet sur lequel je vais revenir un peu en détail pour parler de la grave crise
multidimensionnelle que le Congo traverse depuis 10 ans. Nous en parlons encore. Pourquoi? Mais parce que depuis plus de 10 ans, les voix se sont élevées dans le pays pour faire constater et pour porter à la connaissance des gouvernants que le Congo traverse une grave crise multidimensionnelle. Elle est politique, elle est électorale, elle est économique et financière, elle est sociale, elle est morale, elle est sécuritaire, elle est culturelle. Et ça touche tellement tous les pans de notre société que nous avons des raisons d'en être inquiétés. Mais à l'époque, lorsque cela a été soulevé, plusieurs acteurs politiques ont élevé les voix pour demander la tenue soit des États généraux de la nation, soit d'un dialogue inclusif ouvert à tous, pour permettre aux Congolais, à l'intelligence congolaise, de trouver les solutions idoines et appropriées de sortie de crise. Nous avons même constaté qu'après le changement de constitution, les articles 227 et 228 de la Constitution du 25 octobre 2015 ont institué un Conseil national de dialogue, organe de concertation, organe d'apaisement, organe de recherche de consensus entre toutes les forces vives de la nation sur les problèmes politiques d'intérêt national. Malheureusement, nous constatons que le Conseil national de dialogue n'a jamais été formellement mis en place. Mais malgré cela, Martin Berry, qui en est le secrétaire permanent, a lancé en septembre 2019 ce qu'il a appelé le processus constitutionnel du dialogue inclusif, ouvert à tous. Le dialogue, ce processus a démarré, mais les Congolais ont été surpris de constater qu'il a été arrêté net et les Congolais n'ont jamais su pourquoi. La conclusion à laquelle on tire, pourquoi cela n'a pas avancé alors que nous avions besoin, nous pensions pour la plupart d'entre nous, qu'on avait besoin d'aller à cette retrouvaille, à cette rencontre. Et nous sommes convaincus que les Congolais auraient eu le génie, auraient eu l'intelligence de trouver les solutions pour qu'on sorte de cette grave crise multidimensionnelle. Maintenant, l'élément suivant que je prends comme repère en termes de crise, parce qu'il faut le signaler, mais je ne vais pas être très long là-dessus, c'est le changement de constitution qui s'est opéré en 2015, qui a donné lieu à la suite à la tenue de l'élection présidentielle en 2016. Le changement de constitution a divisé notre pays en deux camps. Et aujourd'hui, ceux qui s'étaient opposés au changement de constitution estiment qu'ils avaient eu raison de s'y opposer. Mais nous n'allons pas revenir sur cela. Mais nous notons qu'à la suite de cela, deux opposants, à savoir Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi Salissa, ont été arrêtés et jusqu'à présent, ils sont en prison. Nous avons constaté que le 4 avril 2016, il y a eu des événements dans la partie sud de Brazzaville, qui se sont prolongés dans le cours avec un bilan extrêmement lourd à tout point de vue. Et on avait accusé, s'agissant de ce cas, plusieurs compatriotes d'être des terroristes avec lesquels on ne pouvait pas négocier. Mais finalement, une négociation de paix a eu lieu et un accord de paix a été signé en décembre 2017 qui a permis des mesures d'apaisement. C'est pour ça que nous sommes toujours surpris et nous souhaitons que la même situation puisse être reconsidérée en ce qui concerne Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi Salissa. Maintenant, s'agissant de la crise, si les acteurs politiques ont interpellé le gouvernement de l'année 2012 pour dire que le Congo traverse une grave crise multidimensionnelle, les gouvernants n'ont officiellement reconnu la crise qu'en 2017. Et ils ont essayé de la justifier exclusivement par la baisse drastique des prix du baril du pétrole, ce qui prouve évidemment notre dépendance et ce qui prouve, au vu de la volatilité de ce produit, un peu la vulnérabilité
de notre pays, sinon de son économie, par rapport à cette situation. Et après que les gouvernants aient reconnu la situation de crise, dans un premier temps, ils ont pensé qu'on pouvait en sortir par un ajustement interne. Mais en réalité, on s'est rendu compte qu'ils n'en ont pas été capables. Et ils se sont rapprochés de la CEMAC pour se tourner vers le Fonds monétaire international, obtenir un programme. C'est après des négociations très difficiles que le Congo a pu obtenir en juillet 2019 la signature d'un programme avec le Fonds monétaire. Malheureusement, ce programme n'a pas pu être exécuté, il n'a pas pu aller à son terme parce que le Congo n'avait pas respecté les engagements qu'il avait pris. À quoi sert le FMI? Le Fonds monétaire international, FMI, a été fondé en 1944 et comprend aujourd'hui 188 pays membres. Sa mission principale est d'aider un pays confronté à une crise financière. Généralement, il s'agit d'un pays qui a une balance des paiements régulièrement en déficit. Cela signifie que le pays a importé davantage de biens et de services qu'il n'en a exportés. Cette balance comprend également les entrées de capitaux lorsqu'un agent non résident investit dans le pays et les sorties lorsqu'un agent du pays fait un placement à l'étranger, par exemple. Le déficit de sa balance des paiements peut être comblé grâce aux réserves de devises convertibles, comme des dollars ou des euros, détenues par la Banque centrale du pays. Cependant, lorsque ces réserves s'épuisent, le pays ne peut plus payer ses importations puisqu'il doit les payer en devises convertibles. De plus, personne ne veut lui prêter de l'argent. Une balance des paiements en déficit entraîne donc un épuisement des réserves de devises et une impossibilité d'emprunter. C'est dans cette situation désespérée que le pays fait appel au FMI, qui peut alors lui accorder un prêt. En contrepartie, il lui impose des conditions, sous forme de mesures qui visent à réformer l'économie du pays afin d'éviter de nouvelles crises. Concrètement, il peut s'agir de réduire les dépenses de l'État en privatisant les entreprises publiques ou en diminuant les salaires des fonctionnaires, par exemple. Augmenter les recettes de l'État en augmentant les impôts, par exemple, ou encore ouvrir le pays aux investissements étrangers et au commerce international. L'argent prêté provient des États membres qui versent chacun une contribution au FMI. Cette contribution définit la quote-part. En effet, lorsqu'un pays adhère au FMI, on lui attribue une quote-part basée en partie sur son poids économique, grâce au PIB notamment. Tous les 5 ans, les quote-parts peuvent évoluer pour prendre plus ou moins en compte les évolutions du poids économique de chaque pays. Plus la quote-part est élevée, plus le pays versera une contribution importante au FMI et plus il disposera de voix lors des votes organisés pour prendre les décisions. Actuellement, 12 pays détiennent 60% des quote-parts, dont 17,5% pour les États-Unis. Certaines décisions requièrent une majorité de 85%, ce qui donne aux États-Unis un droit de veto. Aujourd'hui, le FMI subit une crise de légitimité, car la quote-part des pays émergents, comme le Brésil ou la Chine, est encore perçue comme trop faible par rapport à leur poids économique. En outre, l'efficacité des mesures qu'il impose est souvent remise en question. Et ensuite, nous sommes arrivés en janvier 2022 à la signature d'un nouvel accord avec le Fonds monétaire qui s'exécute, mais qui devrait avoir pris fin en décembre, pour lequel les gouvernants pensaient que le Congo allait sortir de la crise. Mais la situation a beaucoup plus empiré et je crois que nous sommes véritablement en difficulté et c'est une situation qui mérite une attention toute particulière. Maintenant, revenons toujours aux repères que nous avons identifiés, qui doivent constituer des repères pour que nous en prenions véritablement conscience. Nous avons ce repère de décembre 2019. Pourquoi décembre 2019? Parce que c'est au cours du congrès du Parti congolais du travail qui s'est tenu à ce moment-là.
que ce parti a pris la décision de reconduire le président de la République comme le président du Parti congolais du travail, en fait, président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire président du Parti congolais du travail. Mais ceci s'est fait en violation flagrante de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution qui dit que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Et j'avoue, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de commentaires là-dessus. Cette situation a aggravé l'aspect politique de la crise que notre pays connaît. Et à notre avis, c'est extrêmement important. Maintenant, le volet qui vient après, en termes de repères, qui a perturbé les Congolais, qui a préoccupé les Congolais pendant quelques instants, c'est les accords entre le Congo et le Rwanda. Je ne vais pas être long là-dessus. Les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, ont dit non à la vente de nos terres, non à la cession de nos terres sous quelque forme que ce soit au Rwanda, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Mais nous savons que les gouvernants ne partagent pas cet avis. Cela est d'ailleurs lié à ce que je venais d'évoquer plus haut, à savoir l'aspect des autorisations provisoires et express d'occuper pour lesquelles nous attendons des réponses. Mais sur ça, nous devons dire que cette crise devrait être surmontée de la manière la plus calme, de la manière la plus sereine et faire avancer correctement les choses. Maintenant, l'avant-dernier point sur lequel je vais m'aventurer, je dirais pratiquement le deuxième repère de ce que j'appelle crise. Je m'adresse aux téléspectateurs parce que j'ai reçu vos messages, j'ai reçu vos publications qui ont fait apparaître clairement qu'après que Joseph Kenyumbi Kyambungu ait été destitué, le Parti congolais du travail cherche des moyens pour arrêter Clément Nyirassa. Arrêter Clément Nyirassa pour les critiques qu'il formule à l'endroit du pouvoir. Je ne vais pas être long là-dessus, mais je me permets de faire quelques commentaires. Le premier commentaire que je fais est le suivant. Clément Nyirassa agit conformément aux dispositions de la Constitution, notamment les dispositions de l'article 25 de la Constitution, qui garantit la liberté d'expression. Et je crois que ça, c'est très clair, et je crois qu'on ne devrait pas en discuter. Le deuxième commentaire que je fais, c'est que quand je prends la Constitution de notre pays, l'article 50 dit clairement que tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République, et de s'acquitter de ses obligations vis-à-vis de l'État et de la société. Les autres commentaires, je vais les faire mais en me référant à la loi 28, 2017 du 7 juillet 2017 relative au statut de l'opposition politique. Et je me permets de lire l'alinéa 2 de l'article 1er qui dit ceci. L'opposition politique est constituée par l'ensemble des partis et ou groupements de partis politiques ne soutenant pas l'action du gouvernement. Et je dois dire à cette occasion que le Parti social-démocrate congolais, le parti que je dirige actuellement, ne soutient pas l'action du gouvernement. Mais il fait des analyses, il fait des critiques, il fait des propositions, en espérant que ces propositions soient constructives. Mais je suis dans le cadre de la loi et nous restons dans le cadre de cette loi. Mais quand je continue dans cette loi, je lis l'article 2 qui dit ceci. L'opposition politique participe à l'animation de la vie politique nationale. Comment voulez-vous que le Parti social-démocrate congolais participe à la vie politique nationale sans donner son avis? Mais pourquoi voulez-vous que son avis soit le même que celui du PCT? Nous ne sommes pas dans le monopartisme. Et je pense que dans la démocratie, il y a l'acceptation du droit à la différence. Il y a la tolérance. Et je crois que c'est un aspect qu'il faut véritablement bien s'approprier. Maintenant, le dernier aspect sur lequel je veux m'appesantir sur cette loi, c'est l'article 4 qui est très clair et qui dit ceci. Aucun dirigeant, aucun militant de l'opposition politique
ne peut, sous réserve du respect des lois et règlements de la République, subir des sanctions en raison de ses opinions publiques. Cette loi a été votée par un parlement majoritairement composé par des membres du PCT. Mais je conseille aux membres du PCT de relire cette disposition. Qu'est-ce que le PCT attend de moi? Que lorsque je constate que le PCT n'est pas en conformité avec la loi, que je vienne déclarer que le PCT est en conformité avec la loi. Non, n'attendez pas ça de moi. Vous ne l'obtiendrez pas. Et pour terminer sur ce volet qui me concerne en réalité, je dois dire, comme dit souvent, que la loi est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Et nul n'est au-dessus de la loi. Je l'ai dit. Parce que le PCT, qui semble-t-il cherche des moyens pour m'arrêter, non seulement n'est pas en conformité avec la loi, mais doit savoir que si on est en démocratie, nous ne sommes pas dans un parti unique et le PCT ne peut pas me contraindre à avoir leurs positions ou les positions qu'ils souhaiteraient que j'ai. J'ai les positions qui sont les miennes. Je les défendrai jusqu'au bout. Maintenant, je dis aux téléspectateurs, vous avez eu la gentillesse de me faire parvenir cette information. Mais ça ne m'interdit en rien. Ça ne m'empêchera pas de continuer à faire, que ce soit l'émission Grand Angle, que ce soit l'émission Droit de savoir. Chaque fois que j'aurai la conviction que je n'ai pas violé les lois et règlements de la République. Maintenant, j'interpelle les gouvernants. Est-ce que c'est de cette façon qu'on peut interpréter ce que le président a déclaré lors de son message de fin d'année en parlant de dialogue constructif? C'est pour appeler les Congolais pour aller approuver ce qu'ils ont déjà arrêté d'avance. Le PCT ne m'obtiendra pas, n'aura pas ça de moi. Donc, je crois qu'il faut que nous soyons clairs là-dessus. Donc, après avoir fait ça, je passe à la conclusion pour dire que j'ai voulu repasser en revue un certain nombre de repères, peut-être pas de façon exhaustive, qui touchent à la grave crise multidimensionnelle que notre pays connaît depuis de nombreuses années. La conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est qu'il faut que nous soyons sincères et que nous soyons francs. Ne cherchons pas à continuer à expliquer notre situation par la crise mondiale. Nous en sommes responsables. Quand je dis nous, et les gouvernants et les Congolais. S'agissant des gouvernants, je dois dire, et je ne m'empêcherai pas de leur dire, leur gouvernance n'est pas bonne. Et c'est parce que, assez souvent, ils ont choisi de ne pas lutter contre la corruption. C'est parce que, assez souvent, ils n'ont pas voulu réduire le train de vie de l'État. C'est parce que, assez souvent, ils ont choisi de protéger les responsables des scandales de crimes économiques et financiers que nous connaissons, la situation que nous connaissons actuellement. Ce n'est pas le fait de la crise mondiale. Regardons le monde, regardons autour de nous. Il y a bien des pays qui font des avancées très, très significatives et qui font des progrès pour aller vers le développement, pour aller vers l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Donc, chers téléspectateurs, je tenais à le dire pour que nous soyons en harmonie, pour que nous n'ayons pas d'incompréhension entre nous. Maintenant, en ce qui me concerne, mon point de vue est connu. Et si c'est ça qui pose problème, je tiens à le répéter pour terminer mon émission en disant le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et le Parti congolais du travail n'est pas au-dessus des lois. Le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Je n'ai pas été au Parlement pendant toute cette période. Je n'ai pas eu de contribution dans l'adoption de ces lois. Mais une fois qu'elles ont été adoptées, il faut qu'elles soient appliquées. Et il n'y a pas de raison qu'on puisse le faire. Et je continue. Le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser des élections libres, démocratiques, transparentes et crédibles. Notre pays est dans la crise. Nous constatons que les gouvernants n'ont pas été en mesure jusqu'à présent d'apporter
les solutions appropriées pour que nous en sortons. Nous constatons même que même la venue du Fonds monétaire à travers le sommet de Yaoundé a permis de constater que le cas du Congo est un cas particulier. Et il faut que nous en prenions compte. Mais pendant ce temps, les Congolais souffrent. Les Congolais sont dans la misère. Les Congolais sont dans la souffrance. Et notre contribution, chaque fois que nous le pourrons, c'est de tout mettre en œuvre pour que nous sortons ce pays de la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Et pour les amis du PCT, je ne veux pas les choquer en disant, moi je considère qu'ils ont échoué. Et je milite pour une politique de changement et de rupture par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à présent. Et je suis de ceux qui pensent que la politique au Congo devrait se faire autrement qu'elle ne s'est faite jusqu'à présent. C'est sur ces mots, chers téléspectateurs, que je termine l'émission, tout en vous remerciant pour votre aimable attention. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Je crois que nous serons le 18 janvier. Et je crois qu'à cette occasion, nous aurons un thème qui va nous retenir, qui va retenir notre attention et à travers lequel nous aurons beaucoup d'échanges. Donc, encore une fois, merci et à la prochaine occasion. Et à la prochaine.